C'est la deuxième fois d'ailleurs que j'ai l'occasion de parler au Credo. La première sur le même sujet, date d'il y a 2 ans, hein, en septembre 2020. On avait annoncé tout un tas de choses, d'actions qui allaient être entreprises pour la connaissance des supports aériens. Donc ce matin, je vais vous en donner l'état à date. Hein. Quelques mots de présentation pour commencer. Donc, je m'appelle François Lacombe, je représente l'association OpenStreetMap France qui s'occupe de la promotion du projet de cartographie libre et mondiale, hein, particulièrement en France. J'en suis le porte-parole. Je suis par ailleurs ingénieur télécom. J'ai travaillé pendant 7 ans pour Orange, puis pour un éditeur logiciel et enfin aujourd'hui pour un cabinet de conseil qui s'occupe de gouvernance des données pour des acteurs publics et privés. Donc le sujet dont je vais vous parler ce matin, je le connais bien. Je l'ai connu d'abord pour avoir souffert des affres du manque de données relatives à ces infrastructures. Les infrastructures d'accueil, c'est un sujet, un serpent de mer, et on va parler plus particulièrement ce matin des poteaux, bien sûr, mais c'est le sujet globalement des infrastructures d'accueil. Et j'ai décidé donc de manière, ici pour OpenStreetMap, bénévole, de me saisir de ce sujet-là pour tenter non seulement de montrer en quoi la cartographie collaborative pouvait apporter des solutions, compléter un petit peu ce que font les opérateurs et les défis qu'ils ont à relever, voilà, pour donner un cas d'usage à cette cartographie. Et il se trouve que par l'expérience, on s'aperçoit que ça dépasse même certaines attentes. Donc quand on parle de poteaux, en fait, c'est beaucoup d'objets. Moi, j'évalue le chiffre sur la base d'autres évaluations. On n'a pas de décompte complet, hein, mais c'est environ 24 millions d'objets. C'est un véritable défi que de les connaître tous individuellement, évidemment. 24 millions, c'est 10 millions de poteaux électriques exploités par Enedis, propriété des collectivités. Certainement 11 millions en incluant ceux des entreprises locales de distribution, 118 autres structures qui exploitent elles aussi des réseaux électriques, mais aussi 13 millions de poteaux exploités par Orange, certainement de plus en plus exploités par les RIP, ce qui donne un paysage tout à fait fracturé et beaucoup moins homogène que ce que la documentation officielle laisse entendre. Ces poteaux, ils font l'objet de nombreuses attentions. Donc sur le slide suivant, je l'évoque, où en fait aujourd'hui, puisqu'on déploie la fibre sur des infrastructures existantes, on va chercher en fait à réévaluer la nature de ces appuis, faire des calculs de charge, enfin, les problématiques que vous connaissez évidemment. Donc envoyer beaucoup de monde sur le terrain, faire des études. Mais le pire dans l'affaire, c'est que on va devoir, après avoir fait une première campagne d'études pour le FTTH, on va devoir refaire ces études pour le FTTO, pour le FTTA, pour tout ce que vous voulez. La présentation à laquelle on vient d'assister nous annonce le déploiement d'autres réseaux plus structurants qui vont peut-être, sur certains segments, passer en aérien. Et là, ce sont de nouvelles études à faire. Et on s'aperçoit d'ailleurs dès maintenant que les premiers poteaux qui ont été étudiés il y a quelques années, sont de nouveau étudiés pour ces déploiements, ce qui est une débauche d'énergie absolument invraisemblable. La question, c'est de savoir si on pourra mener continuellement ces études, compte tenu de la contraction d'un certain nombre de choses, ou au contraire de savoir si on ne devrait pas, dès maintenant, capitaliser sur ce que nous avons étudié. Si vous pouvez nous afficher la page 4, Claude, moi je ne la vois pas. Encore un coup, s'il vous plaît. Voilà, donc j'essaie de résumer en fait les 3 problématiques auxquelles on doit faire face aujourd'hui. 3 problématiques majeures. Hein. La première, c'est le côté fastidieux de la collecte d'informations, des appuis qu'on ne connaît pas. Il faut donc aller sur le terrain, relever les inscriptions que vous voyez sur ce magnifique poteau béton. Des inscriptions gravées qui, pour un modèle qui date de 2000, sont encore lisibles, mais pour un modèle qui date de 1960, seront difficilement lisibles en réalité. Donc tout ça coûte cher et fastidieux. Il y a ensuite, je l'évoquais en introduction, une grande diversité d'exploitants. Vous avez ce n'est pas à la commune en fait qu'on gère l'appartenance, la bonne relation avec l'exploitant, puisque là, la situation que j'ai choisie montre déjà 3 exploitants différents sur une même commune. On s'ajoute à cela les poteaux télécoms, évidemment, qui vont se diversifier puisqu'on a la présence de réseaux publics, des réseaux privés. Donc cette connaissance des exploitants, elle est aussi nécessaire pour faire correctement ces études. On ne compte pas le nombre de cas où
des piqueteurs en fait envoient des données sur l'application d'Enedis alors qu'il s'agit de poteaux d'autres exploitants dont Enedis n'assure pas la gestion, et c'est certainement pas Enedis qui va donner un avis sur la pertinence de ces études. Donc connaître l'exploitant est absolument capital. Et puis, troisième point, il faut s'occuper du cycle de vie de ces appuis. Aujourd'hui, quand on entame en fait les études de déploiement de la fibre, on se situe sur les deux étapes entre le premier et le deuxième occupant finalement des poteaux existants, mais il va falloir gérer la dépose du cuivre, il va falloir gérer aussi la dépose des supports, puisque les réseaux aussi se dissimulent massivement, et donc il va falloir gérer vraiment la totalité du cycle de vie de ces appuis, et aujourd'hui on n'est clairement pas outillé pour le faire. Donc fort de ces trois problématiques, si vous voulez, je dresse aussi je note la présence de trois enjeux sur le slide suivant. Je dirais trois autres enjeux, puisque je ne vais pas vous parler de la révision, par exemple, de l'arrêté technique, qui a été une avancée, un progrès sensible sur la réalisation des calculs de charge. On ne va pas parler non plus de la signature des conventions, tout ce dont on entend parler habituellement, mais il faut quand même noter ces trois autres jalons. Donc en août 2020, ce que j'annonçais lors de l'atelier Credo de septembre 2020, la mise en ligne de gspot.fr, qui se veut la plateforme de mise en valeur des données OpenStreetMap sur la connaissance des appuis aériens, donc qui regroupe tous les exploitants de toutes les natures possibles de supports aériens, des pylônes, des poteaux, télécom, énergie, de différents matériaux sur différents territoires. Donc c'est la mise en valeur, voilà, véritablement, du travail commun qui montre quotidiennement, qui est mise à jour d'ailleurs en temps réel. Dès que les supports sont ajoutés dans la base de données, ils apparaissent sur cette application, donc vous pouvez voir le progrès en fait du recensement. Cette mise en ligne a donné lieu d'ailleurs à la signature d'une convention entre l'association OSM France et Enedis en janvier 2021, donc pour collaborer sur diverses thématiques, notamment le recensement des poteaux, mais aussi le recensement des coffrets, les réseaux électriques, qui touche un peu moins le déploiement FTTH, mais qui a son intérêt. Donc véritablement, on a l'association de deux acteurs qui ont compris l'intérêt d'aller faire ce recensement, qui d'ailleurs ne se veut pas fermé, qui appelle à la contribution d'une large partie des acteurs qui utilisent ces supports. Et puis on a un troisième jalon d'importance, lui aussi. En février 2022, la FNCCR a communiqué sur un projet France Data Réseau, auquel j'ai d'ailleurs le plaisir de contribuer par ailleurs, mais qui se veut lui aussi l'avènement d'une plateforme pour concentrer des données à destination et à l'origine des collectivités. Donc ces trois jalons-là sur le sujet de la donnée et de la connaissance des infrastructures d'accueil sont structurants et nous permettent de dresser un premier paysage en fait de la contribution sur cette base collaborative qui est OpenStreetMap. Sur le slide suivant, je fais un état des lieux de la connaissance des supports électriques. On verra juste après pour la partie télécom. Mais sur les supports électriques, c'est près d'1 million de poteaux qui ont déjà été recensés, en augmentation de 33% depuis l'année dernière. Donc sur un an, on a une croissance importante. On en a aussi de plus en plus qui sont associés à leurs matériaux. Donc on a un modèle attributaire complet qui permet de distinguer ces supports les uns des autres avec différents critères, les fameuses informations qui sont relevées, les inscriptions qui sont visibles sur ces supports. Et vous voyez sur les graphes en fait en bas de ce slide que depuis le dernier atelier du Credo, donc c'est la zone claire de ces graphiques, les 2 ans, entre les deux ateliers du Credo, vous voyez une véritable explosion, puisque sous l'impulsion de la convention avec Enedis, la communauté s'est véritablement organisée pour répondre aux besoins. Et je vous en donnerai d'ailleurs le détail complet juste après. On verra la dynamique qui a été créée avec ça, mais vous voyez que ça explose. Sur 10 ans d'activité précédents, on n'avait certainement pas atteint un tel niveau de recensement et de croissance dans la base de données, tant en termes de qualification du matériau, mais du nombre d'unités, et aussi de l'association avec les exploitants, puisque vous voyez qu'au fur et à mesure, en fait, on rattrape les géométries qui pouvaient exister dans la base et on les associe avec le véritable exploitant, ce qui est une information de grande valeur quand on se questionnera sur à qui je dois envoyer mes études de calcul de charge. Donc, il y a des exploitants, je le disais, il y en a environ 250 sur le territoire. Alors, pas pour les supports électriques. Sur la mixité télécom énergie, il y en a 119, il me semble, sur la partie électrique, ce qui est déjà conséquent. Donc, vous voyez qu'on a une présence qui est
certes, qui souffre de quelques trous. Il y a, par exemple, dans le sud-ouest, un petit peu de développement à faire encore pour aller solliciter la contribution, mais vous voyez que c'est une dynamique qui est présente véritablement sur tout le territoire, tant sur les poteaux d'ailleurs que sur les pylônes du réseau de transport électrique. Sur le slide suivant, la partie télécom, vous allez voir que c'est beaucoup plus parcimonieux. On est effectivement, alors il y a beaucoup moins de dynamisme sur cette collecte des supports aériens. Télécom, c'est d'abord une expérimentation qui a été conduite avec Serfim en Savoie d'ailleurs, sur le territoire savoyard, en profitant des piquetages, des relevés de boîtes aux lettres, en fait, avec l'utilisation de caméras sur les véhicules. On fait de la détection automatique et on va relever la position des supports. Et donc, ce que vous voyez, la plus grosse partie de cette collecte, elle vient de Savoie et on a identifié les supports à cette occasion, mais c'est quelque chose qui va se développer. Vous voyez que de toute façon, la croissance est continue, même si elle est beaucoup plus faible par rapport à ce qu'on a vu sur les supports électriques. Mais ça, c'est qu'une affaire, je dirais, de posture et de dynamisme, puisque Enedis a marqué son intérêt. Il suffirait qu'Orange et les RIP le marquent également pour que ça démarre de la même façon. Ce que j'appelle d'ailleurs de mes voeux aujourd'hui. Une problématique également, vous le savez, il ne suffit pas de relever des poteaux, il faut aussi être capable, puisqu'on parlait du cycle de vie, il faut être capable d'en tracer l'existence tout au long du temps. Et j'aimerais revenir sur le slide suivant, sur une obligation extrêmement prégnante, vous la rappelez, voire suivante, le slide, s'il te plaît, Claude. Merci. Donc, rappelez cet alinéa 2 de l'article 6 de l'arrêté du 17 mai 2001 qui impose en fait la numérotation des supports électriques. Très honnêtement, on a loupé le coche avec le FTTH, puisque l'opportunité des relevés et des calculs de charge, des études qui ont été faites, c'était pas de déployer des bandeaux verts, c'était surtout de numéroter les poteaux. On est véritablement passé à côté de cette opportunité. On a encore l'occasion de rattraper le coup en se disant que sur les études restantes, ce n'est pas des bandeaux verts qu'on va installer, c'est véritablement des numéros. J'insiste sur ce détail de l'arrêté technique du 17 mai 2001 qui est beaucoup plus important que cela, mais qui a une empreinte absolument colossale sur la gestion des données qui vont bien être à gérer de toute façon par la suite. Et le fait d'avoir un numéro sur le poteau, ça change tout. Ça change absolument tout. Aujourd'hui, le calcul en fait qui est fait pour rapprocher les poteaux entre différentes études, puisque je l'ai dit, on a fait des calculs de charge pour le FTTH, on va le faire pour le FTTO. J'aimerais bien d'ailleurs que ça soit fait également pour la dépose du cuivre. Donc on va avoir de multiples études qui vont avoir lieu sur les supports et on va être incapable de réconcilier en fait ces différentes études, puisque seul le point géographique du poteau va servir de pivot. Et on sait très bien que sous la précision en fait des relevés, on sera incapable de certifier qu'il s'agit du même poteau un coup après l'autre. Et donc la numérotation de ces appuis, elle est capitale. Hein. Ça a beau être un détail, ça résoudrait de nombreux problèmes. Pensez-y. Si vous devez amender vos processus opérationnels, arrêtez d'acheter des bandeaux verts, achetez des numéros. Vous achetez des PR101 chez Catu et vous numérotez ces poteaux, s'il vous plaît. Ça ira beaucoup mieux, je peux vous l'assurer. Slide suivant. Impliquer davantage les exploitants, évidemment, puisque actuellement, pour ce qui relève du calcul de charge des appuis FTTH, les études sont faites par chaque exploitant qui les relève et qui les transmet à l'exploitant et à la collectivité référente, signataire des conventions. Mais en fait, il faudrait surtout mettre en commun ces études-là, puisque pour l'avoir constaté cet été encore, on envoie des piqueteurs pour déployer de la fibre sur des poteaux qui sont déjà munis de bandeaux verts. Ils refont les études qui ont été faites il y a quelques années. C'est incompréhensible en fait. Tant que ces études ne seront pas mises en commun, et donc là, il faut clairement constituer un référentiel avec la visibilité sur toutes ces études, de sorte à pouvoir limiter la nécessité de se rendre sur le terrain. Eh bien, on va au-devant, à mon avis, de graves problèmes, puisque concrètement, le prix de l'essence va augmenter. Je pense qu'on ne pourra plus aller de manière aussi dispendieuse auprès des poteaux comme on le fait aujourd'hui. Et ça va vraiment poser de nombreux problèmes. On le constate d'ailleurs déjà dans la presse, sous l'appel des différents opérateurs à économiser l'énergie.
ça peut en faire partie. Ce type de mesure peut largement en faire partie, tant la nécessité de se rendre sur le terrain est vraiment prégnante hein, pour faire ces études, et ce qui peut être de moins en moins nécessaire. Donc là aussi, j'appelle de mes voeux une véritable collaboration des opérateurs. La connaissance des poteaux n'est absolument pas un enjeu concurrentiel. Je ne peux pas croire à ça. Il faut vraiment changer de braquet et aller vers beaucoup plus de collaboration sur cet aspect-là, dans le but d'économiser notre énergie. Hein. Je le dis bien, hein, bien sûr, c'est dans cette optique-là, et il faut donc affirmer d'une voix unanime la volonté de mettre en commun ces données, qui, d'ailleurs, si elles ne sont pas mises en commun, n'ont aucun intérêt. Ça a autant d'intérêt de vouloir se distinguer en fait par la connaissance de ces infrastructures, alors que la mise en commun permet beaucoup plus de choses. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Hein, cet aspect-là, là aussi, c'est absolument capital. Ces quelques points évoqués, je vais vous parler maintenant de la convention avec Enedis. Voir un peu comment ça a été construit et quels résultats ça donne. Hein. Qu'est-ce que ça amène concrètement, comment on va faire en fait avec ça. Donc sur le slide suivant, une première illustration, mais aussi surtout encore un petit peu, encore suivant, sur les objectifs de cette convention. Parce que les poteaux sont un sujet, mais ce n'est pas le seul sujet. J'ai évoqué le cas des coffrets. Donc en fait, avec Enedis, on s'est entendu sur le fait d'utiliser des photos aériennes qui sont réalisées sur fonds propres. Hein. Ce ne sont pas les photos du PCRS. C'est un jeu de photos aériennes différents, de la même résolution, mais différents, réalisés avec des moyens différents, de sorte à ne pas perturber les opérations en cours sur le PCRS. Mais on utilise ces photos pour en sortir des objets. Pour ceux qui connaissent le projet OpenStreetMap, ça va bien au-delà des poteaux et des coffrets, puisque de ces photos, hein, on distingue absolument tout, le mobilier urbain, la végétation, le bâti, même les piscines. Donc on se sert de ces photos, ça sert véritablement à toute la contribution et à animer tout le tissu de contributeurs au-delà des problématiques qu'on a retenues avec Enedis. Mais il y a aussi un retour pour Enedis, puisque au gré de ces contributions, on va aussi relever des poteaux et indirectement des coffrets. Donc c'est un échange hein, de bons procédés qui est fait, hein, qui est construit, lesquels échanges je vous incite à construire également, hein, qui sont extrêmement vertueux pour l'une et l'autre des structures qui s'y lancent. C'est des données, c'est une présence sur le terrain, et on verra dans quelle mesure juste après. Hein. On s'est également accordé pour mettre en plus de données ouvertes à disposition, d'un côté et de l'autre, hein, côté Enedis et côté OpenStreetMap. Alors, côté OpenStreetMap, ce n'est pas forcément une nouveauté, puisque la totalité des contributions sont déjà ouvertes. Mais c'est aussi des extractions, c'est tout un travail de développement et de production d'outils pour mieux accéder à ces données. C'est une mise à jour de la documentation. C'est des échanges informels aussi sur une manière d'accéder à ces données. Hein. Il y a une connaissance technique, il y a une connaissance culturelle à apporter. Il y a aussi la création de liens métiers. On parlait de la numérotation des poteaux, ben, on va en parler aussi avec eux, puisque là encore, c'est un sujet qui va ressortir. Indéniablement, c'est quelque chose, les références pivots, c'est quelque chose qui sont extrêmement importantes et qui donnent de la valeur en fait aux données avec lesquelles on travaille. Sur le slide suivant, quand je parlais de développement d'outils, c'est quelque chose de très concret, c'est fait de manière open source, de sorte à suivre en fait les contributions qui sont faites dans le cadre de cette convention. On a une plateforme qui est disponible en ligne, qui permet de visualiser hein, quotidiennement sur quel territoire ça prend place, à quel niveau de qualité, avec quel contributeur, avec combien de personnes. De là, d'ailleurs, où je sors les statistiques qui arrivent juste après. Donc, ce développement, il a été fait, pareil, par la communauté, donc sur une temporalité de 6 mois au début de l'année 2021, avec un début d'exploitation au milieu de l'année 2021. Donc, on a une année environ de recul hein, sur le déploiement de ces outils. Qui sont extrêmement utiles, qui d'ailleurs, dont on ne saurait se passer pour évaluer. En l'occurrence, vous le voyez de manière très floue et miniature. Mais vous pouvez aller en ligne hein, sur l'adresse que je mentionne, vous l'aurez à jour et en direct pour le suivi des poteaux. Je serais incapable de vous dire aujourd'hui à combien s'élève la collecte si je n'avais pas cet outil. C'est un corollaire absolument nécessaire quand on lance ce type de convention, de pouvoir mesurer les processus qui sont mis en place.
de la même façon qu'on va mesurer l'activité des intervenants sur le terrain dans le cadre d'un déploiement industriel, comme la fibre optique, bien sûr. La charge de développement, elle ne se limite pas aux outils de suivi. Sur le slide suivant, on évoque aussi les outils métiers d'édition. On a complété toute une palette d'outils qui sont utilisés d'ailleurs dans l'écosystème OpenStreetMap pour éditer des données de réseau, pour aller qualifier des poteaux. Vous avez une fenêtre sur laquelle on fait la saisie des attributs des poteaux. Sur nos outils d'édition, on a aussi des applis mobiles qui vont solliciter en fait des personnes présentes à proximité d'ouvrages qui seraient mal qualifiées, en les sollicitant, leur disant, toi qui es à côté de ce poteau que je connais mal, va donc me collecter le matériau ou la hauteur ou ce que tu veux. Et donc ça rentre dans la base. Ceci auprès de personnes qui ne sont pas du tout sensibilisées en fait a priori à ce besoin-là, mais qui sur le terrain découvrent qu'on aurait besoin de ces infos-là. Et par le maillage des contributeurs sur le territoire, de manière tout à fait opportuniste, on arrive à reconstituer une vision de ces infrastructures. On a aussi un appui très très important en l'occurrence de l'agence Auré, mais qui est une association qui se charge d'agréger les 119 exploitants dont je parlais tout à l'heure. On ne saurait avoir le temps et l'énergie d'aller solliciter les 119 exploitants les uns après les autres, au-delà d'Enedis, au-delà de la convention qui nous lie avec eux. On a besoin de la contribution des 119 exploitants, puisque la fibre, on la déploiera partout. On a besoin d'avoir ces données-là, et donc l'agence Auré nous aide beaucoup. La présence d'associations, la présence de groupes de travail, de capacité à aller porter la bonne parole est essentielle dans ce déploiement-là. Donc c'est pour ça que je rends hommage à l'agence Auré ici et à d'autres institutions qui contribuent. La FNCCR le fait aussi. Le Credo peut aussi le faire, d'ailleurs, à l'occasion de communication, évidemment. De sorte à pouvoir constituer en fait une communauté, sur le slide suivant, qui est extrêmement dynamique. Là, je vous montre l'année 2021. Et je vous montre deux sujets. On a parlé des poteaux et des coffrets, mais en comparaison, je vous montre aussi, en orange, on a ce qu'on appelle les postes électriques, les postes de quartier, là où vous avez les transformateurs pour alimenter les maisons. Il y en a environ 800 000 en France et on opère ce recensement de la même façon que les poteaux. Et c'est le même dynamisme. C'est-à-dire que sur l'année 2021, il ne s'est pas passé un jour du 1er janvier au 31 décembre où on a eu moins de 4 personnes impliquées sur la collecte de ces informations. Il n'y a ni vacances ni week-end. Ça travaille en permanence. À l'instant même où je vous parle, d'ailleurs, il y a certainement des poteaux qui sont en train d'être relevés. Et ça, c'est un véritable marqueur du crowdsourcing. On a plus de 500 personnes qui ont contribué sur l'année 2021 et ça ne s'est jamais arrêté. C'est même, vous voyez que le nombre de contributeurs uniques en fait est en croissance. C'est heureux. C'est-à-dire que dans les 4 personnes qui sont impliquées par jour, c'est évidemment jamais les mêmes 4 personnes, c'est toujours un roulement, mais qui se maintient dans la durée et sur lequel on est tout à fait capable de capitaliser cette réelle dynamique qui, de toute façon, j'espère, va se poursuivre. Donc, s'il y a un slide à retenir, retenez celui-là. La capacité de la communauté à répondre en fait à des problématiques extrêmement précises est bien là. On pourrait construire des centaines de cas d'usage de ce type-là. On le fait sur les bornes de recharge, on le fait sur les DAE, les défibrillateurs, les fontaines, ce que vous voulez. Mais c'est un complément essentiel en fait à ce qui se passe sur le terrain. S'il en est en tout cas. Le slide suivant, je passe très rapidement là-dessus. C'est surtout pour marquer le bilan, pas la peine de rentrer dans les détails, mais pour indiquer que la qualité des données augmente. Ce n'est pas qu'un aspect quantitatif, on ne va pas faire la chasse à la géométrie. Le but, c'est évidemment d'avoir quand même des points, de plus en plus de points de poteau, mais aussi d'avoir une qualité de données qui augmente. Et donc, à l'occasion de ce travail avec Enedis, on règle un certain nombre d'erreurs de qualité qu'on est capable d'observer. Également, là, c'est très intéressant d'avoir un contrôle qualité. Ce qu'Enedis a opéré de son côté aussi, sur le slide suivant, quelques illustrations sur les contrôles qualité qui sont faits relativement à des données dont il pourrait disposer par ailleurs, des croisements entre OpenStreetMap et leur référentiel qui est très partiel, parce que ça, ce sont quelques zones sur lesquelles ils sont capables de faire ça, ils ne sont pas capables de le faire la plupart du temps. Mais on voit que sur les illustrations de gauche, quand c'est en vert, la géométrie Enedis correspond à celle d'OpenStreetMap, donc c'est globalement bon. Il y a quelques erreurs qu'on est capable de détecter, et c'est bien là l'intérêt de la démarche, c'est d'avoir une source aussi contradictoire, de sorte à pouvoir aller identifier des erreurs sur le terrain
sources contradictoires que peuvent représenter aussi les calculs de charge du FTTH. Hein. Je le dis clairement, pouvoir ajouter à tout cela la connaissance incroyable qui est amassée pendant le déploiement de la fibre est essentiel pour mener ces contrôles. On parlait du dynamisme de la communauté. Je le montre sur le slide suivant. C'est une contribution qui prend part sur tout le territoire, à des échelles certes différentes. Hein. Il y a des endroits où ça contribue beaucoup plus. Je vous le montre là au niveau départemental. On a quelques départements où ça a décollé, bon, à des rythmes différents, suivant les personnes qui prenaient le cas. Par contre, tous les départements ont un point. Donc ça veut dire qu'on a recensé des poteaux absolument sur tous les territoires, qui a encore, bon, il y a des dynamiques à construire évidemment, puisque on aimerait que les points soient tous plus gros les uns que les autres, mais fin 2021, voilà quel était l'état, et donc on a différentes choses qui sont toutes en croissance. Cette croissance, elle s'explique en partie par la mise à disposition des vues aériennes Enedis, hein, dont je parlais tout à l'heure. Ces vues aériennes, elles ne sont pas disponibles sur toute la France. Vous voyez sur le slide suivant, on a une mise à disposition qui est d'ailleurs, je dirais, très précise. Ce ne sont que, c'est déjà très bien, mais ce ne sont que 7306 km² qui sont disponibles en 5 cm. Le reste, c'est pris sur des vues aériennes de l'IGN, c'est vu sur le terrain, c'est pas du tout vu sur les vues aériennes d'Enedis, vous voyez. Mais si on s'attarde sur la zone de Chinon, par exemple, qui apparaît sur ce découpage, eh ben on voit que la mise à disposition des vues aériennes, sur le slide suivant, elle a déclenché en fait la contribution. C'est-à-dire que les vues aériennes nous sont parvenues en fin d'année 2021. Et ben, dès qu'elles ont été disponibles, en fait, la communauté s'est activée. Et on voit très bien sur les chiffres, hein, que sur la commune de Chinon, eh bien, on a eu un relevé qui a été beaucoup plus poussif, hein, au cours du mois de décembre, qu'il ne l'a été avant. Et cela au milieu de tous les autres objets qu'on a été capable de collecter sur la vue aérienne. Bon, je n'ai pas recensé ici, mais qui sont bien présents. Le dernier point sur cette présentation, et après je pense qu'on pourra prendre quelques questions, parce que le but est aussi d'avoir une discussion. Le dernier point sur slide suivant, c'est que les résultats produits par cette collaboration sont publics. Et tout de suite, ils le sont tout de suite. Les fichiers sont disponibles en ligne aux adresses que je mentionne sur ce slide, sur différents outils, dans l'Open Data d'Enedis, sur geodatamine.fr, qui recense des exports, hein, et des mises en valeur thématiques des données OpenStreetMap, via les plateformes de requêtage habituelles que certains peuvent connaître, mais c'est disponible tout de suite. C'est-à-dire que j'ajoute un poteau, ça prend 5 minutes à apparaître sur gspot.fr, ça apparaît 5 minutes après dans les exports et dans les outils de requêtage. C'est quelque chose qui est extrêmement transparent. On aimerait beaucoup que ça soit fait aussi sur le déploiement de la fibre. J'aimerais beaucoup qu'à chaque fois qu'un calcul de charge est validé, il soit public. Il n'y a aucun intérêt que ça ne soit pas le cas. C'est une marque de salubrité et de qualité aussi de ce qui est fait, en plus de pouvoir être réutilisé par des tiers qui en ont largement besoin. Donc c'est quelque chose que je vous incite à faire. Hein, et si les gens qui nous écoutent aujourd'hui ne sont pas décisionnaires, parlez-en autour de vous. Allez solliciter ceux qui prennent les décisions, parce qu'on a énormément besoin de ces données, et ce, bien au-delà du déploiement FTTH. C'est absolument capital. Voilà. J'avais prévu quelques slides sur gspot.fr que je vous avais de toute façon présenté la fois précédente. Je vais vous renvoyer, je pense, au replay de l'atelier précédent de 2020. Je pense qu'il est plus important qu'on ait un échange aujourd'hui et des questions qui pourraient se poser entre vous pour qu'on puisse s'expliquer éventuellement. Je pense que ça serait beaucoup plus utile que de reparler de cet outil. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et je vois que dans le slide, il y a déjà eu quelques remarques. Alors, oui, c'est vrai que j'aurais pu le préciser au départ. OpenStreetMap et l'initiative dont je vous ai parlé n'a pas vocation à remplacer les perspectives industrielles, les besoins des opérateurs, les SIG des opérateurs. On ne remplace pas le SIG des opérateurs ou qui que ce soit d'ailleurs dans l'organisation qui est définie. Simplement, il y a dans ces organisations des leviers d'efficacité à aller chercher, non pas pour faire moins, hein, certainement pas, on ne va pas déployer moins de réseaux. Moi, je suis largement supporter du 100% fibre, on déploiera de la fibre, mais simplement il faut le faire différemment.
C'était l'objet de cette initiative, hein. Mais bien sûr que tout ce qui est défini, les besoins des uns et des autres sont légitimes dans ce processus. Bien, merci pour cette présentation qui est claire. Sophie, tu coupes l'enregistrement, merci. Hein, donc, place aux questions, si questions il y a. S'il n'y a pas de questions, moi j'en ai une. À l'écoute de ça, à l'écoute de ces différentes problématiques, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça devienne une réalité? Je ne peux pas croire que ce que j'ai évoqué ce matin soit des changements de fantaisie. On a besoin de ça, on a besoin d'aller vers beaucoup plus de partage et de collaboration qu'on ne le fait aujourd'hui. Donc la question, c'est comment on fait pour que ça devienne une réalité, et rapidement. Je regarde si effectivement il y a des questions. Non. Il y a une remarque sur le son, mais... Il y a Non, il y a une question approchée. Ali. Oui, c'est Romain qui indique qu'il n'a pas de son pour pouvoir la poser par oral, mais il la pose par écrit. Donc, sous quel type de licence les bureaux d'études peuvent participer? Alors, c'est une excellente question, puisque